Une chose ancienne me revient à l'esprit, tandis que je marche sur la plage de Saco. La baie Have, perdue dans l'embrun, s'éloigne. Une chose après l'autre, je reprends le trajet. Sans repos, je suis du monde, mais séparé de lui par un invisible voile. Je ne rattraperai pas ce souvenir. Il glissera sous mes pieds pour se perdre dans le sable. Tu ne figurais pas encore au nombre de mes connaissances, mais pour m'en assurer, il faudrait reprendre le fil entier d'une vie jusqu'à tes yeux qui me dévisagent. En tant que poète, quel est de votre point de vue la relation de la langue avec la diversité culturelle? Je constate sur l'ensemble du continent, dans toutes les langues, une divergence, appelons ça une divergence pour l'instant, dans l'occupation, disons, de la langue que chacun fait. Alors au Québec... Quand vous dites à l'occupation, qu'est-ce que vous entendez? L'occupation, c'est-à-dire la façon dont on habite la langue, la façon dont on en use. Et le Québec est dans une position très particulière puisqu'il est entouré par 500 millions d'anglophones, toute fin pratique, qui l'entourent. Donc forcément, ça a des conséquences dans la façon de parler, surtout dans la syntaxe. Il y a des différences vraiment. Quand on vient en France, on doit ajuster un peu notre façon de parler pour bien se faire comprendre. Et le français n'a pas l'oreille encore bien formée aux Québécois. Je parlais hier avec une amie avec qui je mangeais. Elle était allée voir le spectacle de Fred Pellerin. Et c'est très bien, Fred Pellerin ne change pas du tout rien dans sa façon de parler. Et je crois que c'est le péril à long terme, c'est qu'on finisse par se comprendre et que le malentendu entre le français de France et le français du Québec, qu'on pourrait dire un français américain, puisse se comprendre minimalement pour discuter sans avoir besoin de parler de cet accent qui est universel de toute façon et sur lequel on revient toujours comme très exotique, mais comme très provincial même, j'ajouterais. Provincial dans le sens péjoratif. Mais c'est justement la déclinaison positive, l'exotisme. Et ça, c'est un piège. Vous avez raison enfin, c'est ce que si je vous comprends bien. Oui, mais c'est pour ça que j'utilise le mot provincial après. Oui. C'est plus précisément, est exotique les Caraïbes. Hein, les écrivains de la Caraïbe, par exemple, Haïti, La Réunion, ils sont formés à l'école française. Oui. Et au Québec, on n'est pas formé à l'école française. Et ça, c'est un trait très, très différent déjà qui distingue du français de la mère patrie, comme ils disent. Vous avez parlé de la syntaxe. C'est important de souligner ce fait-là. Ben, je crois que... C'est un problème que les... Ben, c'est une problématique plus qu'un problème, mais c'est certain que si je parle... on finit par se comprendre, hein, comprenons-nous bien là ici. On finit par se comprendre, mais si je parle de façon naturelle, comme je parle chez moi dans certaines circonstances de la vie quotidienne, le français ne me comprendra pas immédiatement. Mais c'est juste une question d'oreille, c'est un débit, c'est une façon d'articuler la phrase. Au Québec, par exemple, il y a beaucoup de phrases qui dédoublent hein, tu veux-tu, c'est un exemple banal, là, mais hein, c'est comme une redondance dans la phrase. Et il y a beaucoup de parasites comme ça dans la langue. Il y a d'autres parasites en France, là, hein, ça aussi, mais ils sont différents. Ici, c'est le voilà qu'on va entendre, le voilà, comme si ça faisait valeur de synthèse, alors que c'est un parasite qui habite de notre façon de parler, tout simplement. Alors, les habitudes de parler, évidemment, pour ce qui est de la littérature, sont très différentes. Et là... si vous voulez, pour faire une histoire courte, je dirais que notre langue se développe avant Descartes et la langue actuelle en France s'est développée après Descartes. Ah oui, et ça, c'est un trait... c'est un trait fondamental dans le sens où il n'y a pas de... Je ne veux pas dire que la langue poétique française est plus conceptuelle. La poésie n'est pas conceptuelle. Mais il y a quand même un rapport très différent dans la construction de l'image. Je dirais que notre façon de rentrer dans le langage est d'une certaine façon plus directe.
moins biaisé par le biais d'idées, et les idées viennent par l'articulation des images qui se succèdent de façon concrète. Alors qu'ici, parfois, on a l'impression, dans un premier temps, qu'il y a comme une distance. Je ne saurais comment l'expliquer plus avant, mais j'ai l'impression que ça crée un malentendu, encore une fois, entre la façon dont on écrit au Québec et la façon dont on écrit en France. Et je crois que généralement, toute l'ambiguïté de la francophonie repose sur ce malentendu. Continue, non, mais j'utilisais le mot exotique tout à l'heure. Un Québécois du nom de Pierre Neveu, par exemple, qui est un des grands poètes québécois, n'est absolument pas exotique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résonance, alors que Édouard Glissant, par exemple, Dany Laferrière, qui ont été formés à l'école française, ont tout de suite une résonance exotique, dans le bon sens du terme, ça leur crée un public, alors que pour nous, blancs, on n'est pas du tout exotique, là. Hein? C'est très curieux comme rapport. Ça fait 25 ans que je viens à Paris chaque année et je constate cette ambiguïté de la chose. Hein? Les gens sont beaucoup plus curieux d'aller vers ces écritures exotiques que vers l'écriture dite des Québécois de souche. On a même entendu des aberrations là-dessus. Non, c'est fort intéressant. Néanmoins, les Québécois, depuis au moins 30 ans, on se sont constitués un public assez fidèle en France, certes, oui. Que ce soit au niveau du romanesque, au niveau romanesque, qu'au niveau poétique. Bien sûr. Il y a une reconnaissance. Ben, heureusement. La reconnaissance est assez fragile, à mon sens, je crois. Enfin, elle existe depuis au moins une bonne génération. C'est tout le travail fait par les Gaston Miron, notamment, la génération précédente. Oui, bien sûr. Qui n'est pas à négliger. Oh, mais je crois que tout le travail reste à faire encore. C'est-à-dire que je constate ça, c'est pour la réception une différence. Ouais. On peut constater une évolution parallèle avec la loi 101 au Québec en 1960. Alors, la loi 101 quand même, apporte un élément extrêmement positif, à mon sens. La loi 101 76. 77. Oui. La loi 101 a permis quand même de former en français plusieurs générations d'immigrants. Et ça, c'est la chose heureuse maintenant, avec les transformations, avec les changements d'allégeance gouvernementale. C'est un point sur lequel il faut toujours revenir. Mais néanmoins, ce point de base a permis la francisation de plusieurs générations d'immigrants au Québec. Ce que j'ajouterais par rapport à ça, c'est que cette francisation, c'est toujours un aspect qui nous étonne quand on vient en France, parce que l'affichage est très anglo-saxon. On voit des marquettes, on voit ci, on voit ça. Les mots anglais, c'est peut-être accessoire, hein, ces mots anglais, mais c'est quand même un symbole révélateur d'une façon de vivre. J'ai toujours fait des blagues avec la chose. J'ai toujours pensé que c'est parce que les Français étaient souverains dans leur langue et que, comme Québécois, nous étions, encore une fois, des locataires de la langue, c'est-à-dire, comme on n'a pas d'identité politique autonome au sens fort du terme, bien, on n'a pas une grande autonomie dans la définition de la langue. La norme vient toujours de la France, encore qu'il y a certains aspects sur lesquels maintenant on se consulte quand même. Le mot courriel, encore une fois, c'est banal et accessoire, mais c'est imposé au Québec immédiatement, alors qu'ici on utilise le mot mail de façon tout à fait usuelle et normale. Dans la langue poétique, alors la différence, c'est que tous les niveaux de langue au Québec, de la langue populaire, ce qu'on pourrait appeler le joual, jusqu'à la langue savante, si on peut appeler ça comme ça, ou plus élevée, cohabitent en tension, en contradiction, et c'est une différence notable par rapport à la France. Par exemple, l'autre jour, j'ai assisté à une lecture d'une anthologie de femmes publiée par Mémoire d'Encrier qui s'intitule « Femmes rapaillées ». Alors, le mot « rapaillé », à mon sens, on sent... de Gaston Miron. Bien sûr, il renvoie au titre de Gaston Miron, mais d'emblée, instinctivement, on sait ce que ça peut vouloir dire sans connaître tout à fait le mot. Rapailler, ce qui rassemble. Alors, parmi ces femmes rapaillées, il y a vraiment une femme
qui a écrit un texte en joual, qui relate une soirée dans une fête. Qu'est-ce que c'est le joual, peut-être? Ben, le joual, c'est la langue qu'on parlait dans la rue. C'est la langue. Est-ce qu'on la parle encore? Oh bien si, c'est une langue populaire. C'est-à-dire le joual comme langue littéraire, ça c'est autre chose. C'est une langue construite, bien sûr. Michel Tremblay, Jean-Marc Dalpé, etc. C'est une langue qui est totalement assumée au théâtre. Mais encore là, il y a des tensions, il y a des variations. C'est pas un créole non plus. C'est une langue marquée par l'oralité. C'est une langue marquée par un rythme très particulier qui, parfois pour un Français, ne résonnera pas comme du français. Alors que pour nous, on arrive à comprendre les deux. C'est pas très compliqué. Mais c'est évident qu'il y a dans le joual l'apprentissage, la définition d'un code, et ça complique d'autant pour ceux qui pensent que c'est facile à écrire. Il y a l'instauration d'un code qui est un peu différent du code de la langue française, mais néanmoins qui répond à certains codes pour qu'ils puissent exister comme langue, comme langage. Sinon, c'est pas la peine, c'est juste de l'oralité et ça restera pas comme marque. Alors que la langue de Tremblay, par exemple, est là pour bien marquer et pour exister. Alors un jour, j'imagine qu'on aura plus besoin de mettre des sous-titres à la langue de Michel Tremblay quand les pièces seront jouées en France. Vous avez interrompu. Excusez-moi, revenez sur les femmes, justement. Alors, les femmes rapaillées, il y a un texte de cette jeune femme qui est vraiment écrit en joual, et c'est le seul moment dans la soirée où quelqu'un a dit clairement qu'il n'avait pas compris. Alors qu'on avait entendu des Coréens, on avait entendu des Espagnols, traduit évidemment, personne n'a posé de questions, mais sur la langue, c'est une variation de la langue française, tout simplement. Et les gens demandaient qu'on explique. Mais je pense que c'est une attitude moi, je pense que c'est les attitudes coloniales qui disparaissent pas. C'est-à-dire, on est prêt avec ça encore, et que ce soit nous au Québec avec les Autochtones ou la France avec nous, les attitudes coloniales demeurent. Et c'est vrai aussi pour l'Espagne, et c'est vrai aussi pour l'anglais. C'est la seule. Non, c'est pas la seule, mais elle est. Est-ce que c'est à cause du niveau qu'elle avait choisi, niveau de langue, qui permettait, qui était un niveau qui demande une compréhension des termes? Si vous faites référence au livre, à ce poème-là, effectivement, pour un Français... Je vais raconter l'anecdote encore plus lointaine. Oui. J'étais à Namur, au Festival de poésie de Namur, et il y avait un couple d'étudiants qui lisaient l'un Saint-Denis Garneau et l'autre Denis Vanier. Alors, Denis Vanier est ici complètement incompréhensible. Oui, oui. Puis c'est pas poète urbain qui écrit dans une langue qu'on pourrait dire de l'envers d'une langue châtiée. Hein? Oui, tout à fait. Enfin, c'est très curieux, c'est presque caricatural. Quand on l'entend ici, ça devient une caricature de langue. C'est très curieux. Mais je constate une résistance à la volonté de le comprendre aussi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est une résistance à la volonté de comprendre. Contrairement aux autres... C'est l'héritage monarchique. Appelons-le comme on veut, mais pour moi, c'est l'héritage colonial. C'est l'héritage de la... C'est-à-dire, tous les pays européens, de toute façon, sont empereurs. Et le demeurent, dans leur attitude, dans leur fondement. Alors que l'esprit américain, là-dessus, est très, très différent. Et c'est vrai aussi bien pour les Mexicains que pour nous. Hein, c'est remarquable, ça. C'est-à-dire que l'Amérique a été colonisée par les Européens, et on s'éloigne de cette colonisation dans le temps, mais les marques, si vous voulez, de ce colonialisme demeurent. Ils demeurent aussi de notre part vis-à-vis des Autochtones. Au Mexique, les gens qui servent dans les cafés, c'est des Indiens. C'est pas des Mexicains d'origine espagnole au sens noble du terme. Non, et c'est pareil chez nous, c'est pareil sur tout le continent américain. Qui fait-on travailler pour les basses tâches? Ce sont les immigrants, ce sont les gens qui arrivent d'ailleurs, ce sont les Mexicains au Mexique, aux États-Unis, etc., etc. Et c'est la même chose chez nous. Comment voyez-vous l'évolution de cette variété des langues en général, et notamment du français en particulier, vu de votre point de vue des québécois? La mondialisation, pour moi, est une immense hypocrisie.
c'est une chose économique et ça a été dit dès le départ qu'on a prononcé pour la première fois la mondialisation de l'économie. Et ça sert qui finalement? Ça sert les multinationales qui sont déjà installées partout et qui font ce qu'ils veulent. Ces gens-là sont criminels, à mon sens. Dans la langue, c'est très différent parce que ça ne peut être que local d'une certaine façon. L'articulation d'une langue se fait à un niveau local. Il n'y a pas de langue mondiale, sinon on se met tout à l'espéranto et puis voilà. Et qui est une langue. Ben, l'anglais est une langue d'usage répandue, mais qui, dans 50 ans, ça va être le chinois. Je sais pas, j'ai aucune idée là-dessus, je dis n'importe quoi, là. Mais le chinois, l'anglais, bien sûr, est la langue universellement reconnu, mais dans certains endroits, au Mexique notamment, très peu de gens, il y a des gens qui parlent anglais, mais si on veut se faire comprendre, c'est très difficile. Les poètes et les artistes ont un rôle à jouer. Oui. Je pense que le rôle de l'artiste et du poète n'est pas de commenter cette actualité, mais d'incarner tout simplement la force de son langage dans ce qu'il est pour lui-même. Je ne suis pas en train de dire l'art pour l'art, mais le poète n'est certainement pas là pour commenter l'actualité qui se passe actuellement, mais le fait même de s'écrire, de s'incarner dans la réalité, fait en sorte qu'il est en tension avec la réalité. Et il propose tout à fait autre chose que la réalité. Le poème est l'envers de la vitesse. Le poème est dans la lenteur de la langue. Il n'est pas dans une rapidité des images qui se succèdent comme des vidéoclips, mais bien dans l'incarnation d'un mouvement lent qui se métamorphose peu à peu et qui questionne forcément le rapport de l'homme à la réalité et au monde. Et à lui-même, forcément, mais bon. Mais c'est une très bonne conclusion à notre entretien.